Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros, c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place, quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi, tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager, et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix de millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Gaël, bienvenue dans le podcast. Bonjour Max et merci de m'avoir dans ce podcast, ça fait très plaisir. Yes, bienvenue dans le show au service de la vie. Comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens très bien, très en forme. Là, on est en fin de mois, fin de trimestre et pas mal de choses. Voilà, il nous reste 6 jours avant la fin du trimestre. Donc, top, super excité, bien au taquet, unreasonable, déraisonnable pour atteindre mes objectifs. Là. Ok, super. On s'est rencontrés dans un cadre entrepreneuriat, en fait, oui. Simplement. Et le but ici de ce thème du podcast Service de la vie, c'est qu'on parle sensibilité, qu'on parle leadership, qu'on parle également artpreneuriat, parce que peu importe dans la vente ou ce qu'on fait, il y a quelque part une partie également artistique. Aujourd'hui, juste, tu veux te décrire en quelques mots pour que les gens sachent un peu ce que tu fais concrètement. Comment tu te décrirais concrètement ? Moi, tu vois, je vais te parler de ma mission et de pourquoi je fais ce que je fais, tu vois. Qu'est-ce qui est derrière en fait mes différentes actions, aussi bien en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'individu. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que derrière tout ce qu'on fait, il y a un point qui est clé, qui est important. Je vais y revenir dans un instant. Et c'est un point qui, à mon avis, est fondamental pour l'être humain et l'humanité en général. Et jusqu'à aujourd'hui, là, surtout plus récemment, on nous a un petit peu expliqué que en gros, pour survivre, il fallait se distancer entre les êtres humains. Et si tu veux, moi, c'est simple. C'est pas le type d'avenir ou de futur que j'envisage, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour personne, en fait. Et tout ça, c'est un mot, c'est la connexion, tu vois. Et j'ai une chose qui est très importante pour moi, c'est comment, en fait, être amené à connecter l'humanité. Et c'est quelque chose, en fait, qui est au cœur de tout ce que je peux faire, qui est au cœur en fait, de ma vie quand je regarde et que je fais le point, c'est ça, c'est cette connexion. C'est créer de la connexion entre les personnes. Et la connexion entre les personnes, ça passe par une première chose, c'est la connexion à soi. Comment te connecter à toi-même avec tes zones d'ombre, avec tes zones de lumière, avant de te connecter aux autres de manière authentique. On nous parle beaucoup d'être authentique, mais on ne dit jamais, enfin moi j'ai jamais entendu quel est l'accès pour être authentique, et c'est ce que je partage moi avec les personnes qui m'entourent, c'est je leur dis, pour être authentique, il faut que tu sois authentique par rapport à tes inauthenticités. Et ça, à mon avis, c'est la première pierre pour se connecter. Ok. Cette connexion justement à l'humanité par ta contribution, tu l'as fait comment ? Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Moi, ce que je fais, alors déjà, ça va passer par ce que je vais faire en termes de vente. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, je me définis comme étant coach en vente. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des personnes dans des PME et des PME et des TPE à vendre et à multiplier leurs ventes, en fait. D'accord. J'ai vu souvent dans tes posts, tu parles de vente humaine. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te connecter à ça, et quelle est ton histoire personnelle vis-à-vis de ça justement qui t'a poussé à aller naturellement vers de la vente humaine ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une première chose, c'est une prise de conscience. C'est que à travers mes masterminds avec des personnes qui me connaissent bien, en fait, ils me disent, ouais, il y a un truc avec toi, c'est que tu es humain. Il y a un truc avec toi, c'est que tu es humain. Il y a un truc avec toi, c'est que tu es humain. Je dis, c'est normal. Ils me disent, non, c'est pas tout le monde qui est comme ça.
Donc, au bout d'un moment, je les écoutais et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, qui résonne avec moi, qui résonne avec, en fait, avec les membres de mes communautés. Et tout ça, ça a commencé, en fait, tu me demandais mon histoire, avec mes parents. En fait, donc, en fait, mes parents sont VRP. Et depuis que je suis né, j'ai toujours été dans un environnement de vendeurs. Ils vendaient des chaussettes Burlington à l'époque. Maintenant, ils sont retraités. Et ça a toujours été quelque chose dans lequel moi j'ai baigné de manière complètement naturelle, en fait. Et il y avait une chose, c'est en fait tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils m'ont montré, expliqué, enseigné, sans être assis dans une école, mais par la réalité de la vie. Ça a été de comment se connecter, comment créer des connexions avec les gens pour ensuite être amené en fait, à vendre. Et il y a 3 étapes tout le temps avant une vente. Il faut d'abord être connu, il faut être apprécié, et ensuite, faut qu'on ait confiance en toi avant de pouvoir vendre. Et ça passe par une connexion. Ça, c'est ce que tu as vécu avec tes parents à l'époque, vu que c'est une génération différente aussi. Comment est-ce que toi, avec ton œil aujourd'hui, tu as perçu justement la vente de l'époque et comment toi tu l'aperçois aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans ta vision, dans ton approche? Comment tu l'as vécu? Alors, les techniques et les tactiques ont changé, mais les principes restent les mêmes. En fait, les gens vont me dire, oui, c'est nouveau, c'est ceci, c'est cela, mais en fait, à partir du moment où on va te dire, oui, il y a des nouvelles choses qui existent, le temps d'attention réduit, les gens n'ont pas le temps, tu vois, si c'était le cas, les gens n'ont pas le temps depuis toujours, tu vois. Et en fait, c'est juste se rendre compte que les choses sont globalement les mêmes. Tu sais, on dit, plus les choses changent, et plus elles restent les mêmes, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que il y a une évolution en termes d'habitude d'achat, en termes de manière dont les gens vont être amenés à acheter. Typiquement, on a tous un téléphone, on a Amazon dans la poche, en 2 secondes, on peut acheter tout et n'importe quoi. Donc là, oui, il y a des changements par rapport aux habitudes, aux manières d'acheter. Néanmoins, en termes de processus psychologique d'achat, globalement, il est resté le même, tu vois. Le cerveau humain n'a pas évolué aussi rapidement que la technologie ces dernières années, tu vois. C'est justement quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné, justement, la vitesse où ça va, tu vois. Oui. Et en même temps, la vente, j'aimais cette définition de... Enfin, c'est pas une définition, c'est juste l'étymologie du mot. Je crois que c'est quelque chose qui est de Norvège, qui veut dire sellier, qui veut dire à la base, qui veut dire servir. Donc, vendre, to sell, en anglais, c'est quelque part, c'est servir son prochain. Et on voit effectivement que même les personnes les plus riches de cette planète qui vendent beaucoup, ben, sont des personnes qui s'attaquent à des besoins de l'humanité qui sont là, qui sont présents en fait. Que les gens, comme Amazon, c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau de la facilité et en même temps la rapidité de l'achat, du besoin. Tout est pensé pour que ce soit simple, pour qu'il y ait de moins en moins également d'étapes intermédiaires pour arriver à ses fins, quoi. De se dire, OK, je veux ça, ben, j'appuie juste sur un bouton, je clique, je commande, le paiement est fait et demain matin, j'ai le produit chez moi. Toi, justement, dans ton approche de vente, quelle a été, comment t'en es arrivé en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette niche-là? C'est-à-dire aider les gens à vendre, à vendre plus, à vendre mieux, à faire de la vente humaine. Comment t'en es arrivé justement à ce produit-là, quelque part? Ça, c'est un peu une évolution, en fait, tu vois, qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Moi, à la base, tu vois, je suis informaticien, j'ai fait des études d'informatique, j'ai bossé dans des entreprises comme Microsoft. Et ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu ce penchant par rapport à la vente, en fait. Je me souviens que mon premier business mentor, mais moi, j'étais en kiff, tu vois, c'était parler de business, j'étais, ah, mais c'est trop bien. Les soirs, je passais mon temps à regarder, quand je vivais en Angleterre, ça s'appelait Dragon's Den, où en fait, c'est des entrepreneurs qui viennent chercher des investissements face à 5, ce qui s'appelle des dragons. Aux États-Unis, ça s'appelle ça Shark Tank, et je crois qu'il y a une version française également de ce programme. Moi, ça me fascinait, tu vois.
de comprendre l'entrepreneur voilà, qui venait pitcher et l'entrepreneur qui voulait investir. Je regardais ça, je regardais en Angleterre, on a une série qui s'appelle avec Lord Sugar, qui est The Apprentice, où en gros, il cherche un business partner pendant plusieurs semaines. Donc, c'est un peu, c'est de la télé-réalité, mais lié au business. Moi, ça m'a toujours fasciné, tu vois. Et donc, en fait, de fil en aiguille, d'abord, j'étais copywriter. Copywriter, c'est quoi? C'est écrire pour vendre. Ensuite, je me suis spécialisé, tu vois, dans les webinaires. Encore une fois, c'est comment être amené à vendre. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte en faisant une nouvelle itération au niveau de mon entreprise que pour la scaler et puis pour multiplier mes revenus, et bien en fait, le coaching était une approche qui était plus facile, je dirais. Et je ne souhaitais pas en fait faire de. Enfin, c'est pas que c'est plus facile, c'est que c'est pas la même mécanique que la prestation de service. Avant, quand j'étais en prestation de service en copywriting, il fallait que je monte une agence. Et monter une agence, c'était pas trop, c'est pas un truc qui me correspondait trop en fait. Et je préfère vraiment la partie coaching où en fait le mindset, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans, je pense. Ouais, depuis que j'ai 20, ouais, depuis 9 ans exactement. Depuis 9 ans, voir des personnes, tu vois, qui se transforment, qui ont des changements radicaux au niveau de leur vie, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Quand ils ont des prises de conscience et qu'ils ont des nouveaux résultats, c'est top. Et donc, c'est pour ça que je me suis basculé sur le coaching, donc de l'accompagnement. Donc, c'est accompagnement, de la formation, du consulting, lié à ce qui est lié à la thématique de la vente. D'accord, ok. Sur ce thème, toujours justement de la vente, qu'est-ce qui est pour toi, on va dire, s'il y avait 3 piliers fondateurs d'une vente, de la réussite d'une vente, quels seraient-ils pour toi de ton expérience? Ok. La première chose, c'est être à l'écoute et poser des questions. Ok. C'est vital. Plus tu écoutes et plus tu poses des questions, en fait, plus tu vas être amené à guider la vente. La deuxième chose, c'est de se positionner comme étant ce que j'appelle, si tu veux, un consultant à l'achat, je dirais. Quelqu'un qui va vraiment, tu vois, aider son prospect à prendre la meilleure décision pour son entreprise et pour lui, tu vois. Et c'est pas forcément avec toi, tu vois. C'est qu'est-ce qui est la meilleure chose pour la personne, en fait. Et en fait, c'est pas de voir ça comme un jeu de personne à personne, mais si tu veux, un petit peu comme étant un jeu avec l'univers. En gros, tu es là pour servir une personne, tu vois. Et c'est pas, tu vas pas forcément recevoir de cette personne-là que tu es en face de toi, mais tu le recevras peut-être, voilà, d'une autre personne. Et c'est en fait, c'est être OK avec ça et pas être attaché à ce résultat avec la personne avec laquelle tu parles directement. Si elle signe, excellent. Par contre, si elle ne signe pas, il faut dire OK, il y a quelque chose d'autre qui m'attend, qui est meilleur. Cette personne-là n'était pas forcément faite pour travailler avec moi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et ça, c'est vital, en fait, c'est la persistance, c'est de jamais lâcher l'affaire. C'est de se dire qu'un non, c'est un oui en formation. Donc, c'est quand une personne va soit te dire non, soit va te dire plus tard. C'est en fait de faire un suivi et d'assurer un suivi avec cette personne. Ça fait partie de mes grandes spécialités. Et c'est en fait, la majorité des commerciaux vont s'arrêter après 2 appels de suivi, alors que les ventes vont se faire entre 7 et 9 appels. D'accord. Donc, la clé, c'est vraiment effectivement le suivi, ce qui rend aussi la vente humaine, parce qu'on se rend compte que c'est quelque part, si on prend contact avec des personnes sur la durée, c'est qu'on a également, on care en anglais, on prend soin de la personne. C'est pas juste je t'appelle une fois puis tu me dis non puis ciao à plus tard quoi. Donc c'est cela. Si on voit beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet, le monde de l'entrepreneuriat, il a évolué très vite avec ce qui s'est passé avec ces dernières années, avec le Covid, tout ça, avec la situation. Tout le monde s'est roulé derrière les écrans pour vendre des produits. Pour toi, de ton expérience, justement, quand on parle de ce domaine de la vente, cette vente humaine, comment toi, tu trouves ton équilibre entre, quelque part, cette folie digitale et puis également le fait
bah, le fait que c'est pas juste aussi au sujet de la vente, tu vois, le fait que tu as une vie, tu es un être humain, tu as des besoins, tu as peut-être envie d'aller jardiner, tu as peut-être envie de te connecter à la terre. Comment est-ce que tu jongles, tu trouves ton équilibre entre ce côté digital, parce qu'il me semble bien que tu me confirmes que tu es à 80% sur le digital, Mm. et comment tu trouves l'équilibre justement avec le terre, connexion à terre, juste cette chose qu'on a quelque part besoin et qui nous amènera à la prochaine également question, qui est un peu plus en lien avec nos racines, avec le pays dans lequel on vit, etc. Mhm. Ouais, en fait, c'est de prendre le temps pour moi, tu vois. C'est ça, en fait, c'est de s'autoriser cet équilibre, en fait. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai trouvé quand j'ai vécu à Bali, qui était vraiment fondamental. J'ai complètement changé ma manière de vivre, je dirais, en termes d'équilibre entre les différents aspects de ma vie, tu vois. Avant, c'était vraiment axé, enfin, ça, c'est ce que j'appelle les quatre corps. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça, mais c'est un principe yogique. C'est ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps physique, ton corps énergétique. C'est en fait comment les avoir en équilibre. Si physiquement tu manges de la merde, tu bois pas suffisamment d'eau, tu dors pas assez, tu fais pas de sport, bon courage pour faire quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, c'est vraiment en fait avoir enfin être conscient du besoin de cet équilibre en fait. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est de savoir quoi prioriser et de s'autoriser en fait de mettre des choses en priorité. Donc, typiquement, ça va être quand je me lève le matin, en ce moment, je fais des étirements. Je fais des étirements quand je mange. Voilà, je mange de manière équilibrée. Même si depuis que je suis rentré en Europe, je vais dire, j'ai forcé un peu sur le fromage, le chocolat, le beurre et toutes ces petites choses qui sont bien délicieuses. Mais en fait, après, tu vois, c'est de retrouver cet équilibre, tu vois. De boire ton jus de citron le matin quand tu te lèves parce que tu sais que c'est bon pour ton organisme et ça va rééquilibrer et te remettre le bon pH. C'est d'arrêter la caféine. Je bois pas d'alcool, je fume pas. Et c'est quelque chose voilà, qui Tu as pour eu moi est justement, important. Tu vois. à l'époque où on s'est vu, il y avait une histoire de. Ben, je crois que tu avais vécu une transition de caféine, justement, de quitter Ouais. la caféine. Oui. Tu peux nous dire justement un peu ton expérience avec ça et comment tu le vis aujourd'hui? Absolument. Alors, du coup, c'était cette année, ça devait être en début d'année. Et il y a une chose que je sais, c'est qu'en fait, la caféine, globalement, ça, ça te fait en fait des effets de haut et de bas, un peu comme en fait, ça te génère des pics et des vallées de glycémie. Ce qui fait qu'en gros, pour continuer à avoir de l'énergie, tu dois continuer à boire du café, enfin de la caféine. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est facile d'en être dépendant. Et quand ça génère une dépendance, laquelle voilà, j'ai pas de contrôle, c'est quelque chose sur laquelle tu vois, je peux pas arrêter aussi facilement. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Et donc en fait, ce qui s'est Tu passé, étais à donc combien de tasses par jour avant, en moyenne? ouais, je devais peut-être bien 2 ou 3 cappuccinos par jour, tu vois. D'accord. Et, euh, et du coup, moi, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé pertinent pour ma vie. Toutes les histoires de l'énergie, ça me booste. L'énergie, ça me donne, le café, ça me donne de l'énergie. Je peux pas commencer ma journée avant d'avoir mon café. Pour moi, ça, j'y crois pas. Et c'est juste en fait des histoires que les gens se racontent qui sont pas des histoires. En gros, c'est des histoires pourries qu'on se raconte, ce qui fait qu'en fait, les personnes sont esclaves du café plutôt que l'inverse. Et quand tu n'as plus de liberté de décision et de libre arbitre par rapport à ça, parce que tu es guidé sans le savoir, en fait, bah, moi, c'est quelque chose auquel voilà, je souhaite me détacher. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté le café. Enfin, la caféine, tu vois, ça m'arrive encore. Enfin, je bois encore du décaféiné. Et en fait, ça va beaucoup mieux, tu vois. Je dors mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai pas de montée, de descente énergétique à travers la journée due au café. Et surtout, je suis pas dépendant d'une substance, tu vois. Et donc ouais, Et c'est vraiment. l'arrêt, en tout cas, ça n'a pas été trop dur pour toi, justement, vu que quand tu as l'habitude, tu as eu des symptômes, tu as eu des choses qui se sont passées? Ouais, bonne question. Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs arrêts. Tu vois, ça m'est arrivé. Je buvais du café, je me suis arrêté, j'en buvais, j'arrêtais.
parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est quand même bien sympa. Tu as un petit café, surtout quand tu es posé en terrasse, en regardant la mer, en regardant la montagne ou quoi. C'est vraiment chouette, quoi. Par contre, ouais, l'arrêt, c'est assez violent, tu vois. C'est des maux de tête. Moi, j'avais des maux de tête, je pouvais pas bouger. Enfin, j'étais cloué sur mon canapé. J'avais des maux de tête. La toute première fois que j'ai arrêté le café, c'était peut-être bien il y a 5-6 ans. J'avais des douleurs dans les muscles, en fait. Et c'était vraiment, ouais, vraiment difficile, quoi. Ok. Et donc, ouais, mais ça dure quoi? Ça a peut-être duré, allez, 4 jours. Après, ça passe, tu vois. Ouais. D'accord. Donc, tu as pu quand même t'en détacher. Tu as trouvé je dirais, pour le remplacer. Pour le T'as trouvé... remplacer, alors ouais, alors j'avais du thé, tu vois, donc du thé, enfin ça s'appelle du Red Bush ou Rooibos Ok, en, ouais. en français, donc ça c'est cool, tu vois, pour le remplacer. Euh, et puis là, tu vois, je bois principalement du café qui est décaféiné, tu vois. D'accord. C'est vrai que c'est le. Enfin, voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, le café, c'est quelque chose qui est. Enfin, c'est ancré dans notre culture. C'est même pas que l'entrepreneuriat. Moi, je suis maintenant installé en Italie. Tu vois, le matin, tout le monde est au café, quoi. C'est juste l'habitude par excellence qui est présente. Et même également, au niveau, tu te dis, OK, je vais pousser un peu plus. Il y a une notion d'effort aussi, tu vois. Il y a le côté, l'habitude du matin, tu prends ton café, tu te lèves, c'est cool, machin. Puis après, il y a le côté un peu plus, je dois bosser plus. Allez, faut que je tienne le coup, tu vois. Je prends un petit café en plus. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai vu dans mon entourage, en tout cas, les personnes qui sont des amoureux du café. Tu vois la différence entre une personne qui boit juste du café avec les petites dosettes, tu vois, ou je sais pas, et puis l'amoureux du café qui va prendre ses, ses grains de café, le moudre à la maison, tu vois, avec sa machine, et puis se faire un bon café de qualité de temps en temps. Il y a quand même Ah, effectivement une différence. mais moi là-bas, j'étais amoureux de café, tu vois. J'avais des cafés spéciaux, je devais peut-être avoir, j'avais 2 machines Nespresso à la maison, j'avais, tu sais, les cafetières à l'italienne que tu visses, Ouais, j'avais des cafetières, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais ça, tac, tac. J'avais du café en drip, ça s'appelle, où tu mets ok, de l'eau chaude avec un filtre et tu laisses couler. J'allais acheter mon café à Londres dans un magasin spécialisé en café. D'ailleurs, mon café préféré, c'est le café vietnamien, qui est absolument délicieux. ok, Après, tu vois, tu peux faire du café avec du lait concentré sucré. Mais man, tout ça, c'est énorme. Ça, c'est trop bon. ouais, ouais. C'est trop bon. Par contre, après, ça va avoir un effet, je dirais, secondaire. C'est tout ce qui va être lié, bah voilà, à la caféine, et ainsi de suite, tu vois. Yes. Il y avait cette belle chanson là, j'aimais bien de Pour bien commencer ma petite journée. C'est quoi, c'est Ricoré? Non, Non? c'est le café en fait. Le nom de la chanson, c'est Le Café. Je sais pas si tu connais, c'était un tube qui est sorti. J'ai oublié le compositeur, mais en fait, c'était même un dessin animé. Enfin, un dessin, je dirais ouais, une animation. Ils avaient fait un super clip. Et tu vois en fait l'évolution dans la chanson où le gars il prend du café matin et soir, puis ça part complètement, ça dégénère totalement, poussé à Hmm. l'extrême, mais vraiment musicalement super bien arrangé. Euh, J'encourage vraiment les auditeurs ouais, à découvrir ce clip. Mais il est vieux, mais c'était vraiment, c'est toujours d'actualité, c'est toujours un grand succès. Ok, donc Bali, tu pars à Bali, stop le café. Je reviens un peu sur Bali également. Vas-y. Euh, la première question, c'est pourquoi Bali à l'époque? Qu'est-ce qui t'a fait venir, qu'est-ce qui t'a fait partir à Bali? Et quelle a été la plus grande, on va dire, ou la chose qui a changé ta vie là-bas ou que tu ramènes de Bali, en fait, tu vois, avec toi, dans ton être? Ok. Ça- Alors, en fait, il faut savoir que j'ai designé mon entreprise pour être qui s'appelle Digital Nomade. Donc Ouais, là, à l'heure actuelle, je suis en Espagne à Barcelone, mais enfin, j'ai été là depuis le début du mois de juillet. J'étais aux Pays-Bas, ma copine est indonésienne et des Pays-Bas. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés à Bali. Donc quand tu me dis qu'est-ce que j'ai ramené de Bali,
bah, j'ai ramené une belle relation amoureuse. Super. Ouais, merci. Donc, on a fait les Pays-Bas, on a fait la Belgique, on a fait la France. On a passé 3 semaines dans les montagnes. Et puis là, on est descendu à Barcelone. Donc, à l'époque, donc il y a à peu près 2 ans, moi, j'étais avec une copine à l'époque avec laquelle ça se passait pas au top. Et en fait, moi, j'avais mon business qui était fait pour être fait de n'importe où. Et j'ai été, grosso modo, j'étais à Londres, tu vois, tout le temps. J'avais une belle maison à Ouais. Londres, c'était cool, c'était chouette. Par contre, Londres, c'était pas, tu vois, c'était pas la destination de rêve que j'avais en tête, tu vois. Je voyais des plages, je voyais de la chaleur, je voyais du beau temps, je voyais toutes ces choses-là, tu vois. Et, Hmm. un, et un- une facilité de vie euh, que j'avais pas bah, en Angleterre. D'accord. Et donc, si tu veux, parmi toutes les destinations, j'avais regardé l'Espagne et j'en discutais avec un ami qui lui aussi voulait bouger dans un autre pays. Donc, on dit, bah écoute, on va faire ça ensemble. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, voilà, en Espagne, c'est cool, je peux faire euh, 4 jours en Espagne, ensuite passer un long week-end en Angleterre avec ma copine et vice-versa, tu vois. Parce qu'elle Ouais. elle bossait à Londres. En fait, c'est passé, c'est qu'elle, entre-temps, elle avait la possibilité d'être mutée à Singapour. Donc là, on s'est dit, bah, on va aller à Bali. Et puis comme ça, je fais des allers-retours entre Singapour et Bali. Mhm. Et donc, en fait, c'est de là que je suis allé, que j'ai choisi Bali comme destination plutôt que l'Espagne. D'accord. Euh, et c'était vraiment... ouais, donc voilà. Et ce que j'ai ramené de Bali, donc une belle relation amoureuse, ce qui est vraiment excellente, où là, on voyage ensemble depuis le début du mois de juillet, ce qui est vraiment, vraiment chouette. Euh, et puis, euh, et puis, je dirais, je pense que c'est l'importance de se recentrer sur soi-même, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça où, en fait, avant, j'étais vraiment, bah voilà, simple, je faisais mon taf au taquet. Et c'est en fait, et je dirais, tu vois, c'est facile, tu vois, quand tu es entrepreneur, de regarder euh, ce que font d'autres entrepreneurs et de se dire, OK, je vais faire la même chose. Je prends par exemple le Miracle Morning, où on dit, ouais, il faut que tu te lèves à 5 heures si tu veux être un bon entrepreneur, à 5 heures du matin, pas 17 heures. Si tu veux être un bon entrepreneur, et, euh, et faire tes rituels, tes 6 rituels. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je les faisais, mais en fait, je les faisais, tu vois, sans y avoir le cœur, tu vois. Je le faisais parce que je me dis, c'est un truc cool à faire, tu vois. En fait, à Ouais. Bali, je me suis recentré pour me dire, OK, qu'est-ce que je fais, mais qui me nourrisse, quoi, qui me fasse kiffer et dont je vois les bénéfices, tu vois. Et donc, en fait, j'ai complètement transformé ma manière de gérer mes journées. En plus, à Bali, le matin, bah, j'étais pas du tout sur le fuseau horaire français. Donc, en gros, de 8 heures à 13 heures, ouais, ça, 13, 14 heures, je faisais ma life, tu vois. J'allais au sport, je me prenais mon petit déj, ça me permettait déjà de commencer à travailler bah, voilà, pendant que la France et la francophonie dormaient encore. Ouais. Et Ouais. donc, en fait, et donc, en fait, ça a été vraiment, vraiment cool. En fait, et je le faisais, pas pour le faire, mais je le faisais parce que moi, je vois que ça me nourrissait. Oui. Et trouver cet équilibre, pour moi, c'est le plus important, tu vois. Et de fil en aiguille, je vois même au niveau de mon entreprise, voilà, les choses ont beaucoup changé depuis ce moment-là, en fait. Et donc, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions sur le point de vue mental, sur le point de vue spirituel, sur le point de vue physique, euh, sur le point de vue émotionnel. Donc, Donc ouais, c'est vraiment à tous les niveaux quoi, qu'il y a eu des grosses évolutions. Ok. Tu te sentirais de nous partager justement en quoi Bali a impacté ton business et sous quelle forme concrètement ça a changé ta manière de contribuer? Ouais, absolument. Euh, alors déjà en termes de chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires a beaucoup, enfin a bien augmenté en voilà depuis le début 2000, enfin fin 2020 à partir de ouais fin 2020 début 2021. Donc ça, il y a Ouais. eu un gros shift en fait qui s'est opéré. Euh, donc ça, c'est très très chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a euh, les services que je propose. Donc là, je suis vraiment axé sur du coaching que je résistais de faire pendant longtemps. Et maintenant, je suis OK de dire que ouais, je suis coach en vente et c'est clair. Et ça fonctionne. Et du coup, ça permet de le communiquer de manière claire. Mhm. Et,
Ensuite, voilà, c'est vraiment en fait de faire les choses. Ça, c'est encore quelque chose voilà, avec lequel je travaille. C'est d'être amené à faire ce que je fais, non pas parce que c'est motivé par des éléments extérieurs, mais vraiment parce que c'est motivé de manière interne. Tu vois. En gros, c'est simple, c'est de me prioriser moi, en fait. Et Ouais, ça, ouais. c'est ce qui a changé. Et puis, et puis ça, il y a eu pas mal de travail, tu vois, par rapport sur le rapport à l'argent aussi que j'ai été amené à faire et que je fais même encore maintenant, tu vois, très clairement, tu vois, pour vraiment bien, voilà, bien avancer, tu vois, faire transformer des, euh, des manières de penser qui ne me servent plus. Et que ça, c'est vraiment chouette, tu vois. Ouais. Je reviens juste, enfin, juste concrètement, j'assiste juste un peu Ouais. pour aller dans le concret, tu vois. Mhm. J'ai bien compris en tout cas les avantages, mais concrètement, tu vois, si tu avais genre l'avant et l'après, ok, tu Mhm. dis, moi, ce que je retiens là, parce que j'aime ce qui est simple, mais ce que je retiens, c'est que tu as un avant, où ok, tu as un background européen, tu vois, business, focus chiffre, focus activité, tout ça. Tu Mhm. vas à Bali, tu as un recentrage sur toi-même quand même. Et Oui, ce recentrage sur toi-même impacte ton business. oui. Concrètement, aussi pour nos auditeurs également qui ont une activité, tu vois, ou peut-être qui peuvent s'identifier dans les choses que tu faisais avant. En tout cas, la manière de faire les choses avant. Également, la forme de contribution avant et après, tu vois. Par exemple, enfin, un exemple concret, c'est OK, avant, voilà ce que je faisais concrètement au niveau de ma contribution. Et après cette expérience à Bali ou après ce recentrage, après tout ce que j'ai appris là-bas, voilà comment j'ai envoyé paître ce genre de choses, tu vois. Et je me suis focalisé que sur ça, par exemple. Je sais pas comment c'est. Est-ce que tu auras des exemples précis à nous donner, des petites pépites comme ça? Alors, en termes d'exemple, tu veux dire quoi? Tu veux dire sur comment je l'ai fait ou sur le avant-après? Ouais, sur qu'est-ce qui a été le changement? Tu vois, par exemple, pour moi, si je te donne un exemple, il y a eu un avant, enfin, également dans mon business, où c'était très, je dirais, copier-coller de ce que j'avais appris de mes mentors, tu vois. En l'occurrence, avoir un prix fixe, tu vois, ou avoir un programme en ligne seulement, tu vois, comme ça, travailler juste avec mon programme en ligne et vendre juste mon programme en ligne. Et puis après le shift, il y a eu un changement où je me suis vraiment mis plus vers l'immersion, où j'ai vraiment, on va dire, distillé mon offre pour arriver à un moment où il n'y a plus que le cœur, tu vois, il n'y a plus que la chose qui me correspond vraiment. Et ça se traduit aujourd'hui par juste, par exemple, 2 calls, 3 calls par semaine avec ma communauté, dans lequel je me sens aligné, dans lequel c'est humain, dans lequel j'ai également un groupe privé qui est beaucoup plus en contact avec les gens, mais sans se prendre la tête, tu vois. Et le plus important, quelque part, c'est devenu l'expérience avec les gens, quoi. Mhm, ok. Alors moi, il y a eu plusieurs choses. Et c'est en fait, enfin, il faut voir aussi, donc il y a Ali, enfin, il n'y a pas que Ali, tu vois, Oui, j'ai un coach avec lequel je bosse de manière très fréquente depuis le début de l'année, j'ai mes masterminds, et ainsi de suite. Et en fait, c'est la première chose, c'est vraiment c'est en fait de m'autoriser à m'aimer moi ma valeur. Ça, ok, c'est un truc qui a fait un shift énorme. C'est en fait, c'est voilà, en fait, c'est OK. Tu vois, là, à l'heure actuelle, j'ai une offre en coaching à l'année qui a 17 000 euros. Bon, bah, c'est OK, tu vois. Et ouais, quand je vois les transformations, parce que, tu vois, on parle de coaching, mais moi, je dis pas c'est du coaching, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est du coaching transformationnel, tu vois. Il y a un avant, un après chez et les gens, tu vois. C'est pas juste on fait mhm, sauter des croyances limitantes. Moi, j'ai des gars, ils m'ont dit, enfin, j'ai un client qui m'a dit, ouais, t'es le premier coach qui arrive à me suivre, qui arrive à me faire évoluer. Et mm, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est complètement différent de ce que je faisais avant et je te remercie. ouais, Et, ok, et c'est ça. Donc, si tu veux, ça, c'est en fait, c'est m'assurer, c'est être OK, déjà avoir des tarifs qui soient, voilà, enfin, prélevés, tu vois, c'est chacun son point de vue, mais tu vois, des tarifs qui m'honorent moi et qui me oui, permettent d'avoir des bons clients. d'accord. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, je dirais, après, c'est pas mal de mindset, tu vois. C'est surtout ça, c'est comment être amené
en fait, à faire ce qu'il faut pour avoir le résultat, en fait. Et à jamais lâcher l'affaire. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà. Mais j'ai trouvé que, voilà, en étant, voilà, dans allez, je dirais 12 derniers mois, c'est quelque chose qui a changé, tu vois. Donc, c'est quand je dis qu'est-ce que ça veut dire faire les choses qu'il faut faire, bah, c'est-à-dire, une fois que tu as fait ton offre, une fois que ton business est prêt, c'est comment en gros faire du marketing, être commercial et être vendeur. Yes. Et Merci d'arriver à ce point-là, quoi. Parce que c'est un point qui est il y a beaucoup également d'artistes qui nous écoutent, tu vois, des personnes qui ont cette casquette un peu artistique. Et parfois, on se dit, tu vois, en gros, le marketing, c'est ouais, c'est bien, mais on veut pas entendre parler. Tu vois ce que je veux dire? Et pour une personne, justement, je dirais qui est qui démarre son activité, qui est, tu vois, jusqu'à, je sais pas moi, 2000, 4000 euros par mois avec son activité. Qu'est-ce qui est pour toi, en tout cas au niveau du marketing, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ces personnes-là qui peut-être voient le marketing d'une mauvaise projection ou qui sont bloqués, ce sont des êtres sensibles aussi des fois, tu vois, et c'est également la peur du rejet, il y a beaucoup de peur derrière, mais comment tu vendrais le marketing à ces gens-là pour qu'ils puissent enfin faire passer leur message et faire ce qu'ils ont à faire? Ok. Alors ça, tu vois, c'est une bonne question, tu vois. Et ça, c'est, tu vois, moi, j'aime pas trop, tu vois, les étiquettes de dire sensible, hypersensible. Il y a un gars qui m'a dit que j'étais un haut potentiel aussi, que j'avais un... Bref, les gens, ils aiment bien les étiquettes, tu vois. Ouais. Et moi, si tu veux, moi, quand je dis ça, et je te dis ça, mais c'était en travaillant avec un de mes thérapeutes. En fait, il m'expliquait que lui, il arrivait à ressentir les émotions des gens à distance dans son corps. Ok. Et quand il me dit ça, je dis putain, c'est dingue ça. Et plus ça va, et moi, en fait, je me suis rendu compte quand je coach les gens que c'est la même chose, tu vois. Moi, j'arrive à ressentir si une personne, si elle ressent quelque chose, s'il y a quelque chose qui va, voilà, qui est peut-être pas aligné ou un changement particulier, ainsi de suite, tu vois. Ouais. Donc, j'ai cette sensibilité-là également, tu vois. En plus, tu vois, je suis en termes de, comment tu appelles ça, de signes zodiacal, je suis cancer, donc on dit, ouais, les cancers, c'est intuitif et sensible. Ok. Donc, moi, si tu veux, j'ai ça aussi. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont avoir la peur du rejet. C'est simple, on ne va pas tortiller du cul pour chier droit. C'est la première chose qui fait peur aux gens, c'est la peur du rejet. Ok. Et que tu sois artiste, que tu sois marketeur, que tu sois. Avant, je faisais du développement informatique, donc j'écrivais des logiciels. En fait, c'est toujours plus facile, en gros, d'être caché derrière sa spécialité, tu vois. Oui. Et de se dire, OK, moi, je suis derrière mon écran, j'écris des lignes de code, c'est cool, je suis marketeur, je fais une campagne d'email, je fais ceci, je fais cela, nanana. Et en fait, c'est tout ce qui... Faire ça, en fait, c'est pas s'autoriser, en fait, à grandir, c'est pas s'autoriser, en fait, à faire ce qui est nécessaire pour vivre la vie de rêve qu'on veut vraiment, tu vois. Et ce que j'entends, tu vois, derrière ça, c'est de se dire, c'est comment faire, voilà, pour être visible au grand jour, en fait. Et c'est ça, en fait, qui fait peur. Parce que, tu vois, si les gens qui ont peur du marketing, si toi qui m'écoutes et tu as peur du marketing, je t'inviterai à faire juste une chose, c'est te demander qu'est-ce que tu peux, de quoi est-ce que tu peux te débarrasser en termes de schéma de pensée qui, en fait, te reste bloqué là où tu es. Si tu es là où tu es en termes de vie, de revenus et ainsi de suite, et si là où tu es, c'est pas là où tu souhaites être, et j'imagine que si tu écoutes les podcasts de Max, c'est que tu aspires à quelque chose de plus grand, de la croissance et ainsi de suite, pose-toi cette question. Pose-toi, quelle est la croyance que j'ai à l'heure actuelle qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui, mais qui me limite pour aller là où je veux? Et ça, c'est une putain de question qui est fondamentale. Parce que souvent, on me dit tout le temps, et ça, c'est un truc moi qui me débecte dans le marché du développement personnel, on me dit toujours, oui, des pensées positives, pensées positives, pensées positives. En fait, on te rajoute des choses au-dessus. Par contre, les bugs, ils sont pas encore identifiés, tu vois. En fait, la première question, c'est de quoi est-ce que tu dois te débarrasser pour créer ce que tu veux vraiment?
Et donc, c'est ça. Et je t'inviterais vraiment à regarder et à comprendre ce qu'est le marketing, d'une, et de deux, comment est-ce que ça peut te servir toi. Et ensuite, c'est de le faire à ta manière qui est pertinente pour toi. Et ça va faire la différence. Soit tu as le choix de faire ça. Donc, moi, ce que je te propose, soit tu peux voilà, rester là où tu es, faire les choses comme tu les as faites depuis voilà, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quel âge tu as. Et tu sais très bien, sauf que tu garderas, tu vois, les mêmes résultats. Donc après, c'est à toi de voir. Là, je t'offre cette opportunité-là. C'est soit tu t'autorises à mettre en pause voilà, tes croyances, à te dire, putain, il y a peut-être quelque chose d'autre qui peut exister, il y a des nouvelles possibilités qui existent, surtout si tu crois que l'être humain est un homme qui est illimité, qui est un être qui est illimité, où les possibilités sont complètement illimitées. Et si tu comprends, ou si au moins tu as une idée de ce qu'est la physique quantique, tu sais que tout n'est que champ de possibilités, donc pourquoi ne pas choisir une possibilité qui t'est favorable? Et à partir du moment où tu dis, OK, je me dis que ce Gaël-là, qui est en Espagne, a peut-être un truc qui peut être pertinent. À partir du moment où tu vois ça, c'est de te dire comment l'utiliser de manière pertinente pour moi. Tu sais, tu as dit un truc, Max. Tu as dit, voilà, toi, tu t'es recentré, tu as arrêté d'écouter tout ce que tes mentors te disaient pour faire, en gros, à ta sauce. Et c'est ça qui est important, c'est pas en fait d'en avoir peur. En fait, on a peur des choses qu'on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, tu en as peur. C'est la base. Et en fait, c'est de se dire, c'est qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je dois apprendre, pour que ça me serve, tu vois. Et c'est de se former, c'est de comprendre et ensuite de mettre en place. Mais la question vraiment qui est derrière ça, c'est à quel point est-ce que tu as confiance voilà, si tu es artiste, dans ton art, à quel point est-ce que tu as confiance dans partager ce que tu fais, ce que tu crées, et à quel point est-ce que tu penses que c'est important que le monde soit au courant de ta création et qu'il l'utilise, qu'il l'achète, donc qui peut te permettre d'avoir des sous qui est quand même vital pour vivre et de pouvoir avancer de cette façon-là. C'est plein de bonnes questions, effectivement, qui réveillent quelque part aussi le pourquoi on le fait, quoi. Exactement. C'est quelque chose, se souvenir. Parfois, c'est pas évident. Je vois effectivement chez beaucoup de personnes, même moi, honnêtement, tu sais, à une époque où je commençais juste si je me projette un peu à l'époque où je commençais sur la toile, oui, à faire passer mon message, tu sais, puis à même prendre contact avec les gens sur Facebook, par exemple. oui. Il y avait ce moment où c'est un combat, je dirais, intérieur. Enfin, le marketing a été pour moi un combat intérieur. Et j'aimerais bien que tu me partages justement ton avis d'expert là-dessus et comment toi tu le vis. À l'époque, c'était vraiment, tu vois, le côté. Genre, j'ai une voix dans ma tête qui me dit je vais ennuyer la personne ou j'embête la personne, tu vois. Ou par exemple, prendre contact avec une personne sur Facebook et lui dire hey, salut, j'ai vu que tu as réagi à un post, est-ce que tu voudrais qu'on échange, tu vois. Il y a comme une force du mental qui me dit arrête de l'embêter. Il y a plus, tu vois, il y avait à l'époque un mélange de plusieurs trucs qui disaient tu te forces à vendre une personne, enfin, tu déranges. Surtout cette notion de dérangement, même si au fond, peut-être la peur, c'était vraiment de dire non, tu vois, mais toujours cette peur de déranger ou cette peur de dire ouais, j'ai la solution, tu vois, ou ok, je sais où est-ce que tu en es. Puis après, il y a une évolution un peu vers justement ce côté 2.0 pur, tu vois, ok, contacter 10 personnes par jour, l'approche organique, tu sais, qu'on a connue un peu avec Sam Ovens, avec Julien Musi également, de mettre des posts, de contacter les gens, de faire encore et encore et encore un peu la même chose, tu vois. Et quand tu es artiste où ton langage d'expression est tellement limité derrière un écran, moi, c'est ce que je ressens même encore aujourd'hui, qu'il y a un moment où tu peux arriver au stade de frustration en disant mais putain, c'est des cons, ils comprennent rien. Tu sais, où tu arrives au point où ces voix dans ta tête prennent le dessus et en fait, justement, elles arrivent au point peut-être à te saboter ta contribution, voire même à ne plus faire le job qui est vraiment important, qui te rapportait, que ce soit ton chiffre d'affaires, qui te rapporte également tes résultats, qui te rapportait de la visibilité ou
ou un impact sur ta contribution, où ces voix-là arrivent et t'amènent à quelque part une paralysie, en fait. Une paralysie de te dire, OK, ça peut être même un blowout, de quitter sa contribution, tu vois. Et toi, justement, dans cet exemple-là, comment est-ce que toi, à tes débuts, tu l'as vécu? Et comment est-ce que tu gères cette petite voix, si je prends l'exemple de ce film, là, Lucas en Sicile, je ne sais plus comment il appelle la voix dans sa tête. Elle a un nom. Il lui donne un prénom, en fait. Mais comment tu gères cette petite voix dans ta tête qui pourrait te dire, tu vois, quand tu prends le téléphone, quand tu envoies un mail, quand tu engages une conversation sur Messenger. Parce qu'au fond, c'est que ça, en fait. C'est confronter cette putain de petite voix dans notre tête et lui dire, tu la fermes, voilà pourquoi c'est important que je le fasse et voilà pourquoi je le fais et je le fais, tu vois. Comment tu gères ça? Comment tu gères ce dialogue intérieur? Alors, c'est une bonne question parce que je l'avais eu justement cette semaine, tu vois. Et en fait, c'est simple, c'est encore une fois, je vais à contre-coup de ce que beaucoup vont recommander en termes de forcer l'arrêt de cette petite voix. Non, c'est juste en fait, tu as la petite voix, mais en fait, c'est de se rendre compte que la petite voix, elle n'est pas réelle. Que c'est juste une petite voix qui est basée généralement sur le. Enfin, c'est pas généralement, elle est basée sur un passé qui fait peur. Et si tu rentres aussi dans la compréhension que le fait que l'homme est un animal qui est social et que la pire peur, c'est d'être seul, tu vois, et de se dire, putain, si je les dérange, je vais être seul, on va me rejeter. Et ça, c'est une peur qui est, entre guillemets, qui fait peur. Enfin, c'est une peur qui existe. En fait, la question, c'est de me dire, à la place de forcer quelque chose qui n'aboutira à rien sur le long terme, je me dis, quelle est la possibilité que je peux créer dans mon être? Et si tu veux, quand c'est ça, je me dis, en fait, tu sais quoi? Moi, c'est mon génie, tu vois. Moi, c'est ma zone de génie, c'est ça, c'est connecter avec les gens. Et je me dis, mais attends, mais ça, c'est trop cool, tu vois. Et c'est en fait, je le prends de manière. Après, c'est ma façon de faire à moi, tu vois. Chacun va avoir sa manière de faire. Mais moi, je le prends comme étant un jeu, comme étant excité, comme étant de me dire, putain, j'ai tellement hâte de parler à la prochaine personne, parce qu'il y a des choses qui vont en ressortir, et n'importe quelle personne, il y a toujours un truc top qui en ressort, tu vois. Et c'est en fait, c'est vraiment d'avoir cette excitation et de me dire, mais moi, je m'éclate en faisant mes suivis commerciaux, par exemple. Quand je laisse des notes vocales à des gens, ainsi de suite, les gens me remercient, me disent, ouais, trop bien, ton énergie, c'est cool, ça change de toutes les autres choses qu'on voit. Tous, sans exception, quand je les rappelle, ils me disent merci de me rappeler, de me recontacter. Ça, c'est quand il y a déjà une relation qui est établie. Tu vois, en fait, les gens ont construit un paradigme autour de la vente qui fait qu'en fait, ça leur fait peur. Et alors, en fait, ils se disent que putain, ça doit être une conversation qui doit être particulière. Ça doit être un truc qui doit être pour vendre. Et en fait, les gens en fait, oublient qu'il y a des étapes avant, tu vois. Et c'est en fait déjà là. Donc, il y a deux choses. C'est du mindset, c'est quel est ton être, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de se dire comment le faire concrètement. Et c'est là où, en fait, la majorité des gens, j'en connais pas qui disent, qui viennent vers moi en disant non, mais bon, pour moi, j'ai pas ce problème-là. C'est en fait, les gens veulent vendre. Les gens se disent non, moi, mon but, c'est de vendre. C'est un appel de vente. En fait, ils vont directement à cette étape-là en oubliant qu'il y a des étapes intermédiaires. Et c'est en fait, tant que tu n'as pas mis en place et compris l'importance de ces étapes intermédiaires, tu ne vas pas pouvoir créer de possibilités avec la personne. Il y a peu de chances que tu lui présentes ton opportunité et que tu concrétises une vente. Ouais. Et en fait, c'est ces étapes-là à mettre avant. Ce qui fait qu'en fait, tu passes d'un appel de vente, moi, c'est ce que j'appelle moi, avec dans mes accompagnements, des appels de courtoisie. D'où l'humanité, parce qu'effectivement, même quand on voit, je veux dire, la vente, on se vend tout le temps, en fait. Tu vends une idée. On se vend tout le temps. Avec quelqu'un, tu vends une idée, tu vends un positionnement, tu vends de l'influence, c'est constant, en fait, l'avance. Mais ça parle effectivement, comme tu le dis bien aussi, au fond, ça reste une relation, ça reste une connexion avec une personne
et de combler des besoins les uns les autres et de se dire, OK, win-win sur les tableaux. Et puis à partir de là, ben oui, je suis prêt à sortir ma carte bancaire puis à payer, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Mais c'est c'est intéressant de voir comment cette image de la vente repart dans le bon sens, je dirais. On le voit, hein, tu sais, on voit beaucoup de termes vente éthique, vente humaine. On voit que justement, ces générations du passé ont abusé des ventes. Je vante et puis sauf qui peut, tu vois. Exactement. Je vends et puis je prends pas ma responsabilité de mon action derrière pour ce que je viens de faire. Donc, il y a quand même un changement qui est positif. Est-ce que toi, tu vois une évolution et quelle est ta vision justement de l'évolution de la vente dans les prochaines années? Comment tu perçois ça en fait? C'est une bonne question, ça. Parce qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle, tu vois, où tu as avec un passage énorme en ligne, donc ce qui veut dire que globalement en ligne, tu vois, les supermarchés, typiquement, enfin, je pense à ça, j'avais cette conversation-là hier avec ma copine qui bosse dans cette industrie-là. Et ça, je pense que dans quelques années, tu vois, les supermarchés vont être amenés à se réduire ou à être amenés, en fait, à faire évoluer leurs services. En fait, je pense que c'est toujours ça, en fait. C'est tu vas avoir deux choses. Okay. Tu vas avoir, si tu veux, une vente entre guillemets de produits comme étant des commodités. Typiquement, tu veux acheter un bouquin, soit tu vas à la Fnac, tu te déplaces, il faut que tu prennes ta caisse, tu y ailles, tu n'es pas sûr qu'ils aient le bouquin et ensuite tu rentres chez toi, ou tu vas payer, voilà, tu vas passer 1 heure ou 2 à faire ça, tu vas avoir payé un certain prix, ou soit tu es dans ton canapé et tu achètes les trucs sur Amazon. Concrètement, tu vas faire Amazon, tu vois. C'est en termes de logique, c'est ça, tu vois. Maintenant, les personnes qui auront du succès à terme vont être des personnes qui vont faire vivre des expériences à leurs clients. Pour moi, l'avenir de la vente, c'est la vente à travers l'expérience, tu vois. Et il suffit que tu regardes, tu prends 2 minutes, et un de mes mentors disait ça, tu regardes pendant 2 minutes ce qui s'est passé suite au confinement. Suite au confinement, les gens n'avaient qu'une envie, c'était d'aller faire des festivals, d'aller faire des expériences, d'aller faire des choses qui les sortent de chez eux, tu vois. Ouais. Et ils dégainent beaucoup plus rapidement la carte bleue pour une raison qui est simple, c'est qu'en gros, on les a parqués chez eux, on les a enfermés chez eux. Et donc, en fait, pour moi, ça va être ça, c'est tout ce qui va être, entre guillemets, que tu peux acheter comme étant une commodité, genre faire tes courses. Il n'y a aucune utilité d'aller dans les supermarchés pour aller faire des courses, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Et tu vois, en étant à Bali, moi, j'ai pas fait les courses. Quand j'ai fait les courses, c'était pour acheter 1 ou 2 bricoles et ça a dû arriver en 1 an et demi. Si c'est 10 fois, c'est que c'est un extrême, tu vois. Ouais. Par contre, tout le reste, c'était soit je me faisais livrer, soit j'avais directement mes repas qui étaient livrés chez moi. En fait, c'est que les gens comprennent bien que ce qui va faire la différence, c'est la partie expérience, tu vois. Quelle expérience que tu apportes à ton client? Quelle est la transformation humaine? C'est ça, tu vois. Et ça, c'est parce que sinon, le reste, voilà, tu peux tout faire globalement à l'heure actuelle depuis ton téléphone ou de ton ordinateur. Et c'est là, justement, j'apprécie tellement que tu partages ça. Ça me met le cœur en joie. Et c'est un message également qui est réconfortant pour, encore une fois, les artistes qui nous écoutent ou les êtres qui rentrent pas dans des cadres traditionnels, qui veulent faire différemment tout ça et au final qui se sont sentis un peu réprimés par ce cadre qu'on cherche à leur faire rentrer dedans, que c'est comme ça et que ça doit être le chemin à suivre. Je pense qu'il y a une très grande place aujourd'hui pour justement les artistes ou les êtres qui ont une expérience à offrir aux gens. Parce que moi, je le vois, tu vois aussi, j'aime passer beaucoup de temps pour travailler ma voix sur les marchés, en chantant sur les marchés. Et je vois ô combien les gens apprécient ça, d'avoir une émotion, de vivre une émotion avec moi et d'être connecté à ça, en fait. Parce qu'effectivement, la bonne nouvelle, dans ce chaos
de pandémie mondiale, c'est que, effectivement, comme tu disais, on a enfermé les gens chez eux. Et tu as beau avoir tous les films du monde sur Netflix, mais entre être sur un canapé, regarder un film et être dehors et vivre une expérience humaine qui te fait vibrer et qui te fait te sentir vraiment vivant, il y a une sacrée différence. Et on voit que c'est là, en fait. Comme tu l'as dit, il y a un besoin. Il y a un besoin des expériences. Donc, en tout cas, moi, j'encourage également dans ce podcast les gens qui nous écoutent à ne pas perdre espoir ou peu importe ce qui est dans votre perception, dans votre mental, à ne pas perdre de temps, comme tu disais également, à louer votre énergie, votre force vitale dans cette pensée-là, mais surtout à faire ce que vous avez à faire et à utiliser cette opportunité pour le faire vraiment live, pour le partager aux gens. Et comme tu disais également, ta mission, c'est de connecter avec les gens. Et c'est assez particulier, tu vois. Je prends encore là ma casquette d'artiste, mais dans cette vente, j'ai entendu justement un expert dans la vente justement pour les artistes qui disait, et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus pour nos auditeurs, qui disait peu importe ce que vous commencez ou ce que vous vous engagez, mais commencez avec 1 euro. Focalisez sur 1 euro avec cette chose artistique, tu vois, avec ce cadeau artistique que vous avez à offrir. Commencez avec seulement 1 euro. À savoir, faites en sorte que vous gagnez 1 euro avec votre art, tu vois. Comment toi, tu perçois cette chose-là? Déjà, il y a une première chose sur laquelle je veux revenir, c'est quand tu parles de carcan. Ça, c'est le seul carcan qui existe, c'est le carcan qu'on se laisse mettre, en fait. Le seul carcan qui existe, c'est celui qu'on s'impose à nous-mêmes, en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est vital et qui est important de comprendre, c'est qu'on a le pouvoir. On est au cœur de ce qu'on fait. On n'est pas des pauvres petites victimes de la life ou pauvre petit moi, j'ai un carcan qui fait que je ne peux pas faire X ou Y. Okay, moi, ouais. tu vois, à la base, j'ai un bégaiement. Ça ne m'a pas empêché de parler en live, en direct, devant 200 personnes. À Paris, et ensuite, j'ai fait 100 personnes en Allemagne, de faire des webinaires, de faire des Facebook Live, de te parler là maintenant sur le podcast. Yes. Tout ça, il faut arrêter avec ça. La deuxième chose par rapport à commencer avec 1 euro, en fait, la vraie question, c'est oui, c'est bien, ça te permet, surtout si tu as des gros blocages par rapport à l'argent, c'est bien, ça te permet d'avancer, de te débloquer. Donc, commence avec ça. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vois que ça marche, que c'est OK de recevoir de l'argent, de dire, est-ce que je me sens honoré pour ce que j'apporte? Alors ça, c'est la grande question pour les artistes, justement. Tu vois, que ce soit musiciens, peintres ou tout ça, qui ont eux-mêmes du mal à se vendre et c'est un gros challenge dans cette notion de prix. Et dans cette question-là, justement, est-ce que je me sens honoré? Comment est-ce que tu vois, quelle est pour toi la chose qui leur permettrait de se dire, mais bien sûr, que l'argent et l'art et l'honneur de prendre ta place avec ton art, ça a autant de valeur qu'un chef d'entreprise dans une entreprise pharmaceutique, tu vois. Moi, je vais te dire, c'est une chose. Tu n'as pas besoin de raison. En fait, la majorité des gens veulent avoir des raisons. Et c'est pour moi la plus grande. En anglais, le mot c'est fallacie. Ouais. C'est n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de raison. Une aberration. C'est ça, exactement. C'est une aberration. Tu n'as pas besoin de raison. Qu'est-ce que tu as besoin de justification? Je vais te dire un truc. J'ai vu une paire de baskets. C'est des Nike Air Jordan faites par Dior. Ouais. Paire de baskets. Hein. Donc, tu vois, des Air Jordan donc, qui montent au niveau de la cheville. À combien, à ton avis, était la paire de baskets? On doit être déjà 4 chiffres, non? Donne-moi un chiffre. Je dirais 1 500 €. Ok, 15 000 €. 5 chiffres, d'accord. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils le disent. En fait, c'est ça. Et c'est ce que j'enseigne à mes clients, c'est de leur dire,
T'as pas besoin de pourquoi. T'as pas besoin. C'est pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que je l'ai dit. Parce que je l'ai choisi. Ouais. Tu vois, souvent, les gens, ils disent, on dit, je prends des décisions, je prends des décisions. En fait, leurs décisions sont justifiées par des choses qui vont être logiques. Oublie le mental un instant et connecte-toi à toi-même. Je sais, tu faisais les vagues de cœur. C'est connecte-toi à toi-même et tu n'as pas besoin de justification. Tu sais, je dis Exactement. souvent, et j'ai fait une publication dans ce sens cette semaine, c'est la voie du juste milieu. Entre le oui et le non, il y a un petit chemin entre les deux qui est notre voie à nous, qui est notre voie VOIE à nous, qui est notre Hmm. direction. C'est qui nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Ouais. Et, et c'est de la suivre. Donc en fait, tu n'as pas besoin, si jamais, je ne sais pas, tu as une toile qui coûte 1000 euros, enfin 1 euro, demande-toi, ok, pour la mettre à 1000 euros. Tout ça, c'est que un jeu énergétique. C'est que de l'énergie, point barre. Hmm. Mais ça fait du bien, écoute, d'entendre ça et de casser un peu justement ces prises de tête. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se prennent la tête ou qui se trouvent des excuses ou qui se racontent des histoires. Ou alors que peut-être l'argent a joué un rôle d'un oppresseur pendant trop longtemps dans leur vie. Puis tu vois, ils veulent plus en entendre parler, mais en même temps, ils en ont besoin pour vivre et manger. Donc, c'est un peu une guerre énergétique justement à l'intérieur qui crée peut-être de la confusion dans leur esprit. Mais au fond, effectivement, je te rejoins parfaitement. C'est que il n'y a pas besoin de discuter. Si c'est juste et qu'on sent que c'est juste, à partir de là, c'est comme ça et on doit être au clair. Moi, je me souviens également dans le domaine de la musique, quand je facturais, je sais pas, un mariage pour 1000 euros pour une soirée à 3, allez, de 3 4 heures de musique live, ben, effectivement, c'est juste. Mais effectivement, l'action, je dirais que la valeur, enfin, quand il y a cette notion d'art et de partage il y a une notion de faire le job, quoi, tu vois. Il y a une notion de faire le job pour se donner confiance. Parce que pour moi, les plus grands blocages sont souvent émotionnels. Et ces êtres sont très riches, les artistes, peu importe, sont très riches émotionnellement. Enfin, et ils ont besoin en même temps d'exprimer ces émotions-là. Et quand vous travaillez, en tout cas, sur les émotions, à savoir faire le job, que ce soit chanter, que ce soit écrire, peindre, au lieu de s'occuper du comment je vais faire pour payer ça, ou non, faire le job encore et encore et encore, mais naturellement, il y a une libération émotionnelle et il y a justement ma question qui arrive dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce travail, ok, je focalise sur moi, c'est-à-dire je travaille à l'intérieur de moi, je fais ce travail et je fais mon job. Ça peut être un exemple simple, par exemple, ok, vous êtes musicien, ce Covid vous crée un stress, ben vous dites fuck, je vais aller jouer au marché, par exemple, et je vais aller confronter l'argent en jouant pour les gens et en me souvenant moi-même pourquoi je le fais, pourquoi c'est important que je joue dans le créateur. C'est pas que pour l'argent que je le fais, mais c'est pour ça. Et ce travail intérieur je dirais, d'alchimisation, d'harmonisation des émotions, ben, nous aide à prendre encore plus notre place et puis à se dire qu'au final, effectivement, c'était juste un blocage émotionnel interne qui nous pompe. Toi, j'en viens à ça. Est-ce que tu as justement un rituel, peu importe, des pratiques qui t'aident à travailler sur tes émotions, à les vivre pleinement et à débloquer en fait ces blocages internes qui parfois peuvent revenir? Parce qu'on sait que le blocage le plus puissant, il vient au niveau émotionnel. Quand il y a une transformation émotionnelle, ben, la personne est libre d'avancer, de faire ce qu'elle veut, quoi. Qu'est-ce que tu as en place pour toi et qu'est-ce qui marche pour toi en tout cas? Alors, avant de répondre sur mes rituels, une chose voilà, qui me vient quand tu partages ce que tu viens de partager, c'est que la clé pour moi, c'est de se concentrer sur son client. Et, et c'est ça, tu vois. Et quand tu te concentres sur ton client, en fait, le tarif devient secondaire. Le montant devient secondaire. Parce que tu es là pour le servir, lui. Et un mec qui va te payer 1000 euros, c'est pas la même personne qui achèterait à 10 000 euros. Une personne qui achèterait à 10 000 euros n'aurait jamais pris tes services à 1000 euros. Encore une fois, tout ça, c'est une question énergétique. Et une personne qui achète tes services à 1 euro va pas être la même personne que celle qui va les prendre à 1000 euros. Et en fait, c'est de se demander qui on veut servir. Et je connais pas, tu vois, le monde des artistes.
Par contre, ce que je regarderai en termes de compréhension d'échange de valeurs, c'est de passer de ce que nous, on voit et perçoit nous-mêmes à ce que la personne en face va vivre. Et ce qu'elle est prête dans sa carte du monde, dans sa manière de voir les choses, qu'est-ce qui va être plus pertinent pour elle. Tu vois, typiquement, il y a des personnes, ils n'auraient jamais pris. Tu faisais un chanteur, c'est ça, des chanteurs dans les mariages. Ouais, Ok, ils n'auraient jamais pris un chanteur à 1000 euros. oui. Par contre, toi, tu as trouvé des personnes qui raisonnaient avec ce tarif-là, qui raisonnaient avec toi à ce tarif-là. Ouais, alors justement, c'est là où comment dire, et en même temps, non, j'allais dire qu'on dissocie un peu comment dire, le monde d'artiste du vendeur, mais au final, pas du tout. C'est là aussi que c'est important pour nos auditeurs de comprendre ça, si vous avez une âme d'artiste ou si vous êtes, que vous soyez entrepreneur ou quoi, c'est qu'au fond, on s'en fout. Et moi, c'est ce que j'ai vu même ce que je vois encore aujourd'hui, hein, au niveau de mes concerts ou de ce que je fais au niveau de la musique. Les gens s'en foutent de savoir quel est votre diplôme, de savoir qu'est-ce que vous avez appris, de savoir quelles sont vos formations, en tout cas dans ce domaine-là. Ce qui leur importe le plus, c'est le résultat. Et c'est pour ça également que, même que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou même du côté artistique, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Je pense que tu serais d'accord de dire ça. La recommandation, je pense que c'est également une partie que tu négliges pas dans ton business game. Effectivement, la recommandation, c'est vital. Donc, de là, on est encore sur une démarche de résultat. Moi, je me souviens à l'époque, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne se pose même pas la question du prix pour moi? C'est parce elle sait le résultat. Elle a entendu parler du résultat que tu vas vivre une émotion extraordinaire, une soirée extraordinaire. À partir de là, on s'en fout du reste. Et je pense que dans le business également, même pour moi, dans ma contribution, ben, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est un résultat. C'est une expérience, comme tu l'as dit, mais c'est également une transformation et un résultat. À savoir, ben, OK, moi j'ai un problème là, oh, j'ai ce problème à régler, donc au fond, je veux vivre une transformation et vivre un résultat. Et la seule, je dirais, raison d'achat, en tout cas motivation d'achat que moi-même personnellement j'ai trouvé au niveau de mes contributions, tout ça, c'est que moi-même, en tout cas le vendeur ou l'artiste incarne son résultat. Si il n'y a pas d'incarnation, c'est-à-dire qu'on vend un message mais qu'on n'est pas intègre derrière ou qu'on n'est pas aligné 100% avec ce qu'on fait, qu'il y a une motivation juste financière ou peu importe, ou que même moi, si je vends mon truc à 1000 euros au niveau de mon concert mais que je ne suis pas aligné là-dedans, et qu'au final, je ne donne pas un résultat qui soit à la hauteur, bah, naturellement, il y a un problème. Et la question, c'est une question d'incarner la solution quelque part, d'incarner cette énergie que les gens veulent. Parce qu'au fond, s'ils viennent te voir, même toi, Gaël, c'est qu'ils apprécient ton énergie. Et j'aimerais que tu donnes ton expérience et ton point de vue là-dessus, sur ton positionnement, sur cette notion qu'au fond, bah ouais, c'est juste incarner la solution, en fait. Et est-ce que tu as ressenti dans certains calls de vente que quand tu incarnes cet état énergétique que la personne cherche, bah, que naturellement, tu fais une meilleure vente que si tu cherchais toi-même si tu n'étais pas, on va dire, dans un alignement au niveau de ton call, comment ça a un impact sur ta vente? Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Comment tu le ressens? Alors, oui, je pense que c'est ça, tu vois, enfin, c'est pas un truc auquel je réfléchis plus que ça, tu vois. Ouais. Oui, il faut être aligné, mais si tu veux, moi, mon alignement, il est simple. Mon alignement, il est dans le service à l'autre. Oui. Moi, j'ai une question quand je vais sur n'importe quel appel, c'est de me dire comment est-ce que je peux être une contribution pour la personne qui est en face de moi. Comment est-ce que je peux faire que ce soit dans mes cordes ou pas d'ailleurs? Parce que ça m'est arrivé de dire à des gens non, moi, c'est pas ce que je peux faire pour toi. Par contre, soit je l'oriente vers quelqu'un d'autre, si je peux, sinon, si je peux pas, ben, on se quitte bons amis. Et c'est ça, en fait, moi, si tu veux, mon alignement, il est là, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que mon entreprise peut faire pour toi qui te permette d'avancer là où tu souhaites aller. Ouais. Et être dans cet amour pour la personne. Yes. OK.
Ok, Gaël, on arrive quelque peu à la fin de cet échange. Il y a deux choses que j'ai l'habitude de demander également. La première, c'est de tous les bouquins que tu as lus jusqu'à présent, quel serait le bouquin que tu recommanderais aux personnes qui veulent vraiment faire un shift dans leur manière de vendre, dans cette vente humaine, dans ce que tu fais au quotidien? Quel serait ce bouquin que tu recommanderais? Alors, bonne question. J'ai deux bouquins qui me viennent. Là, j'en ai un que je lis, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est un livre du docteur Jordan Peterson, qui sont les 12 lois. Alors, attends, que je le retrouve, que je vous donne le titre en français, parce que je l'ai en anglais. En anglais, c'est les 12 Laws of Life, ou Ok, 12 Rules of Life. Donc, ça doit être en français, je pense, les 12 règles d'une vie, quelque chose comme ça. Attends, je vais voir. Les 12. Je cherche sur Amazon, là. yeah. Règles. Jordan. Ok. Et il s'appelle Jordan Peterson. C'est un docteur en psychologie clinique qui a fait Ok. des années et des années d'études et que je trouve vraiment extraordinaire. Et qui, à mon avis, voilà, c'est comment ça s'appelle, ce qu'il a amené à partager. Mm. Pour moi, ça m'a permis d'avoir des shifts vraiment extraordinaires, de comprendre certaines choses que je comprenais, voilà, que je comprenais différemment avant D'accord. et qui ont eu un impact vraiment dans mon quotidien. Donc, Ok, top. Jordan Peterson. Les 12 Rules of Life, Jordan Peterson, vous pouvez chercher sur Internet. Alors, c'est les 12 règles. Alors là, je viens de le trouver. C'est les 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. C'est les 12 D'accord. règles pour une vie. 12 règles pour une vie. Ok. Ouais, 12 Rules of Life. Yes. Oui, la deuxième chose, c'est également si tu te projettes, tu as 60 ans, tu vois, Mhm. et tu souhaites envoyer un message à ce Gaël, ce petit Gaël de l'enfance, ce petit Gaël qui prend son chemin de vie, qui décide de qui il veut incarner vraiment, quel message tu souhaiterais lui partager en fait? Si tu avais un mantra, quelque chose, un message de cœur qui résonne en toi, qui fait sens maintenant aujourd'hui, quel serait ce message que tu aurais aimé entendre plus tôt à l'époque? Ouais. Moi, je dirais fonce, le monde t'aime, le monde t'attend, le monde a besoin de toi. Et c'est OK d'être toi-même. Yes, fonce, le monde t'aime, le monde a besoin de toi et c'est OK d'être toi-même. Yes. OK. Gaël, c'était un plaisir en tout cas d'échanger sur justement ce thème-là de la vente. Vous pouvez retrouver Gaël donc sur les liens en dessous de ce podcast. Vous trouvez tous les liens le concernant si vous voulez connecter avec lui. Est-ce que tu aurais un dernier message, justement, quelque chose à partager pour nos auditeurs, soit quelque chose un événement que tu crées, quelque chose qui est d'actualité dans ton activité? Alors, il y a une chose voilà, qui peuvent les intéresser, voilà, que si c'est des personnes voilà, qui souhaitent vendre de manière courtoise et puis connecter avec leur audience. Et toutes les deux semaines, moi, j'ai un groupe que je coach donc, pour du suivi commercial. Donc, c'est quelque chose voilà, qui résonne avec vous, avec toi qui m'écoutes maintenant. Je ne sais pas si c'est sur ton Spotify ou ton iTunes. Ce sera avec grand plaisir voilà, que tu nous rejoignes. Voilà, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle chez moi. Ok, super. Et donc là, actuellement, tu es en Espagne, c'est ça? Je suis en Espagne, oui. Yes, ok. Ben, profitez bien alors. Merci bien. Profitez bien du soleil andalou ou de l'autre côté?
Barcelone, donc c'est les Catalans. Catalan, le soleil catalan, ça marche. Voilà. Profitez bien. Encore, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, rendez-vous pour les autres dans le prochain podcast. Une belle semaine à toi, Gaël. Merci bien. Ciao Max. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Merci de m'avoir. Bye. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourraient en bénéficier. Et si également tu souhaites partir en week-end encore plus inspiré, sache que chaque vendredi, j'envoie un mail à ma communauté. C'est un mail concentré, j'ai appelé ça les pépites de la semaine, dans lequel je partage vraiment toutes ces choses qui m'ont inspiré et qui m'aident à mettre mon cœur au service de ma vie, au service de mon œuvre et au service de ma contribution. Rendez-vous sur maximenardini.com/cœur pour t'inscrire et recevoir toutes ces pépites. À bientôt!